Je te vois là. Délégué à ces discussions directes pour le compte du Rassemblement, c'est le dernier jour samedi. Du point de vue de l'évolution de vos discussions, discussions dans la grande plénière, mais également la petite plénière, quelle est l'idée qu'on peut se faire de vos échanges entre majorité et opposition signataires de l'accord et non signataires de l'accord du 18 octobre? L'idée qu'on doit s'en faire, c'est que c'est un chemin extrêmement difficile, qui est encore parsemé d'obstacles, et nous sommes à quelques heures de la fin des discussions. Donc on peut croire que tout le monde est encore à pied d'œuvre. Le climat s'est considérablement alourdi ces dernières heures. Les échanges ont été de plus en plus difficiles, ce qui veut dire que c'est un accord qui va se jouer au forceps. Et donc chacune des parties, et en tout cas l'une d'entre elles, semble s'être considérablement radicalisée. Cette nuit, en mettant en cause notamment la poursuite du travail de la médiation en ce qui concerne la majorité présidentielle, ce qui a créé effectivement un climat dramatique au cours des dernières heures. Donc tout est encore en jeu aujourd'hui, que ce soit l'accord lui-même dans son esprit qui semble avoir quelque peu déserté pendant la nuit le centre interdiocésain, et nous en appelons de tous nos voeux à ce que cet esprit revienne, parce que je crois qu'il y va de l'avenir du pays. N'eût été la SENCO, eh bien nous aurions été dans un véritable naufrage. Nous avons été épargnés de cela, et je crois qu'il reste quelques heures pour se ressaisir. Quelques heures pour se ressaisir, mais de s'accorder la nuit de vendredi à samedi. Quelles sont finalement les grandes avancées que vous avez enregistrées dans les débats, notamment la médiation de la SENCO? Quel est le point de vue du Rassemblement et celui de la majorité présidentielle? Eh bien, le point de vue du Rassemblement est très clair. C'est que nous avons eu, grâce à la SENCO, un accord qui était forgé après de nombreux efforts. Et n'eût été les évêques qui ont porté cet accord et qui était signé, vous vous en rappelez, le 31 décembre, il n'y aurait jamais eu d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une facilitation. Et la mission des bons offices de la SENCO, quel que soit l'avenir, doit se poursuivre. Nous espérons qu'il n'y aura plus de conflits à l'avenir. Mais s'il devait y en avoir, eh bien, nous croyons dans la capacité qu'a développé la SENCO, qu'ont développé les évêques, dans leur capacité à pouvoir jeter des passerelles entre les différentes composantes, entre les acteurs politiques. Eh bien, la SENCO est un acteur essentiel aujourd'hui. Leur remettre en cause à quelques heures de la fin de cette discussion est ce qu'on appelle un coup de Jarnac. On ne peut pas remettre en cause ceux qui ont forgé cet accord avec toutes les parties prenantes. Et donc nous sommes déterminés, bien entendu, puisque la SENCO est reprise dans l'accord du 31 décembre 2016, son rôle a été accepté par toutes les parties, en tout cas sa présence. Maintenant, il faut définir un rôle qui sera un rôle à la fois de conseil, à la fois d'encadrement, à la fois d'interpellation de toutes les parties prenantes, parce qu'on sait que les 12 prochains mois, les 11 prochains mois, on a déjà perdu un mois, les 11 prochains mois qui doivent nous conduire à des élections apaisées vont être très difficiles. Vous vous êtes mis d'accord finalement des postes ministériels, notamment des ministères de souveraineté. Le partage des postes est quelque chose de relativement secondaire. Je crois qu'il y a eu un amalgame. Si on veut partager les postes, c'est pour se donner des garanties de bonne fin, que chacune des parties ne puisse pas s'arroger des positions pour confisquer, comme l'une d'entre elles l'a fait pendant 5 ans, le processus électoral. Et donc là aussi, non seulement nous avons la SENCO qui fait partie des garanties de bonne fin, mais nous avons également un gouvernement qui doit être équilibré, un Conseil national de suivi de l'accord qui est une institution qui doit être la plus inclusive et la plus équilibrée possible, la plus représentative possible. Nous sommes en train de trouver un accord, mais c'était extrêmement difficile. On peut alors attendre ce samedi et à la signature finale du document. Si l'esprit a changé, si l'esprit a évolué, vous le savez, nous avons travaillé toute la nuit.
Et au petit matin, nous sommes partis sur de profonds désaccords. Le premier d'entre eux a été la médiation, son avenir et son rôle dans ce processus. Dès lors qu'une des parties remet en cause ce qui constitue pour nous le pivot central des discussions, dès qu'on remet en cause le rôle des évêques pour l'avenir, eh bien on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des problèmes et que la signature puisse être même retardée, aussi longtemps que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur un des points essentiels de notre accord. D'autres questions subsistent qui sont extrêmement importantes. C'est notamment la désignation. La désignation du Premier ministre. Vous le savez, il y a un point de désaccord. Pardon. Un point essentiel qui pose encore problème aujourd'hui, c'est la désignation du Premier ministre. C'est un des points essentiels de cet accord. Le Premier ministre, toutes les parties prenantes se sont convenues qu'il doit être présenté par l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre, donc le rassemblement. Eh bien, le rassemblement va présenter le Premier ministre. Certains demandent que ce soit une liste, ce n'est pas l'accord. Le rassemblement présentera le Premier ministre. Les mécanismes doivent être maintenant encore mieux détaillés dans l'arrangement particulier. C'est un des points sur lesquels nous devons encore travailler. Un autre point sur lequel on doit travailler, c'est bien entendu la répartition composante par composante des ministères. Et finalement, un point important, c'est le chronogramme. Vous le savez, chaque jour compte. Nous sommes venus ici non pas pour nous partager des postes, mais pour organiser les élections de façon qu'elles se passent dans des conditions apaisées et crédibles. Ça veut dire que nous avons fort à faire pour que nous puissions très rapidement à la fois adopter notre propre chronogramme et à partir de la mi-avril entendre le chronogramme maintenant, le calendrier de la CENI, parce que nous voulons effectivement que fin 2007, eh bien, les Congolais, nos compatriotes, puissent voter et choisir le futur président de la République. Ce gouvernement qui sera mis en place aux élections, techniquement parlant, financièrement parlant et même logistiquement parlant, décembre 2017. Ça devient un peu hypothétique. Ça ne devient pas hypothétique dès lors qu'on a la volonté politique et cette volonté a manqué au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, eh bien, il faut compenser ce manque de volonté des 5 dernières années. Ce gouvernement a 3 missions essentielles. La toute première, je le rappelle, c'est organiser des élections crédibles en 2017. La deuxième mission, tout aussi importante, eh bien, c'est assurer la paix et la sécurité pour tous les ménages, pour tous nos compatriotes à travers tout le pays. Et la troisième mission, c'est stabiliser un tant soit peu la situation économique et sociale qui se détériore de jour en jour. Voilà 3 grandes missions. Ce gouvernement ne va pas s'égarer dans d'autres missions que ces 3 missions. Si la volonté politique est là, si la cohésion nationale est là, s'il y a un effort derrière ce gouvernement, s'il arrive à convaincre tous les partenaires, la communauté internationale, mais surtout l'opinion intérieure, nous pourrons réussir ces élections en 2017. Quel est le problème si l'on 3, 5, même le panel que demande la majorité présidentielle au président de la République pour se choisir un candidat Premier ministre? Qui va Ça se revient au même. J'aime bien le terme pour se choisir. Qui va se choisir? Laisserons-nous Joseph Kabila se choisir son Premier ministre? Ce sera le Premier ministre qui sera présenté par le Rassemblement. Aujourd'hui, vous le savez, il y a eu d'énormes compromis dans le pays. Ces compromis ont coûté d'énormes sacrifices en vies humaines, en larmes, en sang versé. Nous sommes conscients de la responsabilité historique de toutes les parties prenantes. Nous considérons que personne n'a gagné les élections, qu'il y a un accord qui précise que le Rassemblement présente le Premier ministre. Nous devons respecter le fait que le président de la République n'est pas une machine à signer, donc il faut trouver un mécanisme par lequel on respecte le président de la République, parce que s'il n'a pas de légitimité, au moins il a la reconnaissance de toutes les parties prenantes et nous avons décidé d'étendre son mandat pour l'année 2017. C'est donc un président de transition, un gouvernement de transition, un parlement bientôt qui va quitter également l'espace de légitimité mi-avril. Toutes les institutions vont tomber dans l'illégitimité. C'est pour ça que cet accord est extrêmement important et qu'il ne faut pas s'arroger des pouvoirs qui ne sont pas dévolus pendant cette période de transition. Le pouvoir de présenter le Premier ministre revient, selon toutes les parties prenantes, au Rassemblement. Et on n'a pas dit une liste de candidats, on a bien dit le Premier ministre. Ça sera donc un accord trouvé dans la douleur. Quels sont les mécanismes pour éviter un crash tout au long de cette période de transition et aboutir aux élections?
La première des conditions pour qu'un accord puisse être mis en œuvre de manière satisfaisante, c'est la confiance que s'accordent toutes les parties. Nous accordons confiance à la majorité présidentielle, elle doit accorder confiance au rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement. Nous devons bâtir cette confiance. Nous avons commencé à la construire ici à la SENCO, autour des évêques, au centre interdiocésain. Eh bien, la meilleure des conditions, c'est d'avoir à la fois l'estime, l'appui de la population, mais c'est surtout d'avoir un sentiment de respect partagé et surtout le sens de la parole donnée, ne pas remettre en cause ou en question ce qui était adopté ici, effectivement, après beaucoup de labeur. On a parlé de Moïse Katumbi qui s'est effacé en retour. Nous n'avons pas cédé. Nous avons considéré que, et c'est Moïse Katumbi qui a considéré que son cas personnel ne pouvait prendre en otage tout un processus. Et il a, avec beaucoup d'abnégation, un grand sens de l'État, considéré que l'accord était plus important que son destin personnel. Nous avons considéré, nous, qu'une des garanties était que les évêques, eh bien, ici, que la SENCO puisse prendre en charge son dossier, tout comme les autres dossiers emblématiques pour lesquels vous constatez qu'il n'y a pas une réelle volonté. Nous espérons qu'il y ait vite un gouvernement et que finalement, que cette volonté politique qui a fait défaut au gouvernement sortant, eh bien, puisse être maintenant exprimée de manière plus claire par le Premier ministre et le gouvernement qui va venir pour que tous les prisonniers d'opinion, que tous les prisonniers politiques puissent être libérés. Sinon, nous aurons signé un faux. Sinon, nous nous serons parjurés pratiquement. Donc nous voulons nous respecter nos engagements, et bien ce sera peut-être l'œuvre du prochain gouvernement si ce n'est fait dans les jours qui viennent. Malheureusement, on constate un grand retard. Moïse Katumbi s'est sacrifié pour qu'un accord politique, un accord national puisse être trouvé. Les évêques ont dépêché une mission à Lubumbashi pour recueillir leurs avis, leurs opinions. Toutes les parties prenantes ont considéré qu'on pouvait laisser entre leurs mains eh bien, ce dossier extrêmement important. Ils donneront, je crois, l'état de la situation dans le prochain jour et on verra quels sont les mécanismes qui permettront à Moïse Katumbi, à tous les autres exilés, à ceux qui sont encore emprisonnés, eh bien, de recouvrer la liberté pour que tout le monde puisse participer aux élections, eh bien, convaincre les Congolais du bien fondé de leur projet, de leur programme et aller vers un vrai processus électoral démocratique et apaisé. Pour une certaine opinion, une certaine population, c'est finalement une ou d'intérêt personnel qui s'est dessiné ici au centre interdiocésain durant vos travaux? Non, absolument pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons plus de 200 personnes qui attendent d'être libérées. Vous avez des confrères qui ont vu leur radio, leur télévision confisquées. L'espace politique s'est totalement refermé. Avec l'accord de la SENCO, c'est une promesse de réouverture de l'espace politique. Nous avons besoin pour le développement de notre pays d'une vraie démocratie, que chacun puisse s'exprimer, que les projets de société puissent être partagés et que finalement, ils reviennent aux souverains primaires de choisir librement quels seront les dirigeants avec le programme qu'ils auront décidé de mettre en place pour l'avenir et le progrès de notre pays. Décembre 2017, pas d'élection, rassemblement, que direz-vous à la population congolaise? Eh bien, c'est une perspective à laquelle je ne veux pas m'associer. Ça veut dire que la volonté politique qui va s'exprimer à travers la mise en place de ce gouvernement, à travers la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, qui sera ce Conseil national présidé par Étienne Tshisekedi, qui sera encadré avec des vice-présidents venus à la fois de la majorité présidentielle, du MLC, Front du Respect pour la Constitution, mais également de l'opposition politique, nous nous sommes donné les moyens par cet accord, eh bien, à la fois de redresser la tête dans le processus électoral, de donner une nouvelle orientation au pays en termes d'échéance électorale. Je veux croire que toutes les parties prenantes ont la même volonté que le rassemblement d'arriver à des élections. Si nous n'y arrivions pas, ça veut dire que nous aurons échoué, ça veut dire que le pays risque de retomber dans un nouveau chaos et ça, nous ne le voulons absolument pas.